Lorsqu'une personne est blessée ou est prise de malaise et qu'elle a froid, on ne doit absolument pas lui donner de l'alcool, il est préférable tout simplement de la couvrir. Désinfecter une plaie avec de l'alcool ne sert qu'à faire souffrir les gens. Il existe des solutions antiseptiques parfaitement indolores et beaucoup plus efficaces. La vie de toute personne peut un jour ou l'autre être brutalement menacée par un accident ou une maladie grave. En France, les secours et les soins sont organisés et il existe des structures publiques ou privées adaptées au traitement des détresses. Je tiens tout de même à vous rappeler que toute personne témoin d'une situation susceptible de mettre en jeu la vie d'une personne et qui volontairement s'abstient de prévenir les secours s'expose à des sanctions pénales pour non-assistance à personne en danger. Lorsque vous appellerez un service de secours d'urgence, un certain nombre de questions vous seront posées. Soyez calme et précis. Un dialogue peut s'instaurer pour établir le degré de gravité de la situation et adapter ainsi l'importance et le type du ou des moyens à envoyer sur place. Si les circonstances ne montrent aucun caractère de gravité, des conseils vous seront donnés pour terminer votre action auprès de la victime. Par exemple, tout va bien, laissez-la se reposer, ou bien nous prévenons son médecin traitant qui passera la voir. Vous ne mettrez fin à la communication que lorsque l'on vous dira de raccrocher. En tout cas, n'oubliez jamais que dans les cas graves, une bonne alerte augmente les chances de survie de la victime par l'arrivée rapide des secours. Les services de secours sont interconnectés, c'est-à-dire qu'ils sont reliés entre eux. Les numéros d'urgence figurent en première page de tout annuaire téléphonique, sur Minitel et dans les cabines téléphoniques publiques. L'appel au numéro 18, 15, 17 ou 112 est gratuit et possible sur tout appareil raccordé au réseau téléphonique national, même en l'absence de monnaie, de carte téléphonique, de code PIN, voire de carte SIM pour les téléphones mobiles. L'usage des bornes est également gratuit. Cet appel aboutit directement à un service de secours. À l'intérieur de certains établissements, il faut respecter la procédure d'alerte particulière à ceux-ci, généralement affichée près des postes téléphoniques. Tu prends le triangle, tu places à 150 mètres là-bas au fond, d'accord? Monsieur, ne restez pas là, allez sur le trottoir s'il vous plaît. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, vous allez à 150 mètres, vous faites une voiture de ralentir, d'accord? D'accord, j'y vais. Madame, écartez-vous s'il vous plaît, éteins une cigarette. Merci. Bon monsieur, je vais appeler les secours, d'accord? Oui, d'accord. Ne bougez pas, vous restez calme, d'accord? Oui, d'accord. Merci. Gendarmerie nationale, j'écoute. Oui, bonjour, je suis monsieur Dupont. Il y a un accident qui vient d'avoir lieu sur la route nationale numéro 14. Donc il y a une victime à l'intérieur. La voiture s'est encastrée sur un poteau. Oui, est-ce que vous pouvez me préciser votre adresse, monsieur? Donc c'est la route nationale en fait. Oui. Direction de Paris. Ok. Bon, regardez voir, vous appelez d'une borne. En haut de la borne, vous avez un numéro. Est-ce que vous pouvez me le communiquer? Oui, c'est le 7152. Bien. Est-ce que vous avez un numéro de portable où on pourrait vous rejoindre en cas de problème? Oui, c'est le 06 Oui. 62 Oui. 04 86. D'accord, ok, je l'ai noté. Donc je vous envoie les secours, les sapeurs-pompiers vont être envoyés, la gendarmerie se déplace, vous retournez près de l'accident. Dans notre exemple, l'alerte est donnée à la suite d'un accident de la circulation. Comme dans toutes les situations de danger, l'action du sauveteur débute par la protection de la victime et de toute autre personne à proximité, ce afin d'éviter un suraccident.
Il coupera ainsi le contact du véhicule accidenté, éloignera un fumeur et assurera le balisage de l'accident avec l'aide des personnes présentes sur les lieux. Dans ce CD-ROM, la protection fait l'objet d'un chapitre à part entière, auquel nous vous renvoyons pour obtenir davantage de précision. L'alerte peut être donnée avec un téléphone fixe ou mobile, d'une cabine publique ou d'une borne d'appel. Hormis ce dernier cas, il faudra choisir quel service de secours appeler. Le 18 est le numéro des sapeurs-pompiers. Vous les appellerez pour tout problème de secours. Le 15 est le numéro du SAMU, compétent pour tout problème urgent de santé. C'est un secours médicalisé. Le 17 vous permet de contacter la police ou la gendarmerie pour tout problème de sécurité ou d'ordre public. Enfin, le 112 est le numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen. Il est notamment recommandé aux étrangers circulant en France et aux Français circulant à l'étranger. Il n'est pas exclu qu'il remplace un jour tous les autres numéros d'urgence. Il convient de transmettre au service d'urgence contacté des informations lui permettant de préparer et d'optimiser son intervention. Après avoir indiqué votre numéro de téléphone ou le numéro de la borne de vous appeler et éventuellement votre nom, vous décrirez sommairement le problème. S'agit-il d'une maladie, d'un accident et quelle est sa nature? Le cas échéant, vous mentionnerez les risques particuliers tels un incendie, une explosion, un effondrement, la présence de produits chimiques ou tout autre danger. La localisation très précise de l'événement est également une information de première importance que vous ne manquerez pas de transmettre au secours, ce qui peut parfois poser quelques problèmes lorsque l'on n'appelle pas d'une borne d'appel. Enfin, vous indiquerez le nombre de personnes concernées ainsi que votre appréciation de la gravité de l'état de chaque victime et enfin les premières mesures prises et gestes effectués. Attention, il vous faudra attendre les instructions avant d'interrompre la communication. Toute piqûre de guêpe, d'abeille, de vive ou de morsure de serpent ne doit pas être aspirée par la bouche. Cependant, il faut savoir que le venin des abeilles, des guêpes et des vives est sensible à la chaleur. Donc, si l'on approche une source de chaleur suffisamment près, telle une cigarette par exemple, en prenant bien soin évidemment de ne pas brûler la victime, on peut limiter la douleur en détruisant ce venin par cette chaleur. Il ne faut jamais donner à boire à un blessé qui réclame, qui a soif, car il est susceptible de passer au bloc opératoire et il faudra l'anesthésier. Or, si on doit l'anesthésier, la vacuité de l'estomac est de 8 heures minimum. Lors d'une chute, et en particulier si on présente un hématome au niveau du front, il est inutile d'essayer de faire rentrer en force cet hématome avec l'aide d'une cuillère par exemple. Il est préférable d'appliquer immédiatement de la glace, ce qui limitera l'extension de cet hématome. Suivant son étendue, sa profondeur et sa localisation, la brûlure peut être à l'origine de dangers immédiats, comme une défaillance circulatoire grave ou une détresse respiratoire par brûlure du visage ou des voies aériennes, si lors d'un incendie par exemple, on a respiré des gaz brûlants. La douleur d'une brûlure est le plus souvent intense et parfois franchement insupportable. Il existe par ailleurs des conséquences tardives qui peuvent être très graves comme l'apparition d'infections souvent sévères et surtout des séquelles esthétiques importantes qui nécessitent de multiples greffes dans les brûlures étendues ou profondes. Même après avoir supprimé la cause de la brûlure, ces effets se poursuivent et sans une action immédiate, elle va continuer à s'étendre en profondeur et en surface. Le sauveteur doit pouvoir distinguer deux types de brûlures dues à la chaleur. Alors comment reconnaître qu'une brûlure est grave ? Eh bien, si les cloques sont uniques ou multiples et qu'elles sont d'une surface supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime, c'est une brûlure grave. Mais ce peut être aussi une destruction plus profonde avec un aspect noirâtre de la partie brûlée, associé souvent à des cloques ou des rougeurs plus ou moins étendues. Certaines brûlures à profondeur égale présentent un caractère de gravité plus important en raison de localisations particulières. Ce sont le visage, les mains, le voisinage des orifices naturels, les articulations. Les brûlures de la bouche et du nez feront toujours craindre la survenue rapide d'une détresse respiratoire. Chez un enfant, une rougeur étendue de la peau, comme un coup de soleil généralisé, doit faire prendre un avis médical. Seront donc considérées comme brûlures simples, une rougeur de la peau chez l'adulte ou de cloques d'une surface inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime. Si la brûlure est simple, protégez-la, ne percez pas la cloque et posez dessus un pansement stérile. Surveillez la brûlure comme une plaie simple, ce qui vous est montré dans le chapitre consacré à ce sujet, et demandez à la victime si elle est vaccinée contre le tétanos. Il va de soi qu'en cas de brûlure simple, vous devez savoir réaliser ces gestes sur vous-même. Chez l'enfant et le nourrisson, vous devez toujours prendre l'avis d'un médecin, car, dans ce cas, toute brûlure est considérée comme grave.
Voyons à présent les cas particuliers auxquels vous pouvez être confrontés et d'abord la brûlure par produit chimique. En cas de projection sur la peau et les vêtements, vous devrez ôter en vous protégeant ou faire ôter immédiatement les vêtements imbibés de produit et arroser abondamment à grande eau le plus rapidement possible le produit en cause jusqu'à l'arrivée des secours. En cas de projection de liquide chimique dans l'œil, rincez l'œil abondamment à l'eau le plus tôt possible en prenant soin que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre œil. Et enfin, en cas de brûlure interne par ingestion, ne pas faire vomir, ne pas donner à boire, surveiller la victime et garder l'emballage du produit chimique en cause et le produit restant. Après les brûlures par produit chimique, voyons ce qu'il convient de faire en présence d'une brûlure électrique. Une telle brûlure est toujours grave. Vous devrez alors allonger la victime et lui parler pour la rassurer. Autre type de brûlure, la brûlure interne par inhalation, telle que par exemple une inhalation de vapeur chaude. Vous placerez la victime en position demi-assise si elle a du mal à respirer et lui parlerez régulièrement. Dans chacun de ces cas, appelez toujours les secours médicalisés et suivez leurs conseils. Si les vêtements sont enflammés, empêchez la victime de courir, roulez-la ou faites-la se rouler par terre et étouffez les flammes avec un vêtement ou une couverture. Une brûlure du premier degré qui se caractérise par une simple rougeur de la peau est en général beaucoup moins grave qu'une brûlure du second degré qui, elle, se caractérise par des cloques percées ou non. Sauf dans le cas d'un enfant qui présenterait une rougeur généralisée de tout le corps, due par exemple à un coup de soleil. Là, bien entendu, cette brûlure est considérée comme beaucoup plus grave qu'une simple cloque sur la peau et nécessite un avis médical. Il faut savoir qu'il existe un troisième type de brûlure, dite du troisième degré, qui est extrêmement grave et qui correspond à une carbonisation partielle ou totale de la peau et qui nécessite en général l'arrivée sur place d'un moyen médicalisé. Dès la survenance de l'accident, il vous faudra supprimer la cause de la brûlure ou soustraire la victime à cette cause, en d'autres termes, supprimer la source de chaleur ou en éloigner la victime. La cause d'une brûlure est en effet un danger immédiat, aussi bien pour la victime que pour le sauveteur. Il faut refroidir les brûlures avec de l'eau à environ 10 à 25 degrés pendant 5 minutes en laissant ruisseler l'eau sans pression sur la brûlure. L'arrosage immédiat d'une brûlure diminue son extension, limite ses conséquences et soulage la douleur. Le ruissellement élimine la chaleur et la faible pression de l'eau évite l'aggravation de la lésion. L'arrosage ne doit pas durer plus de 5 minutes car il entraînerait un refroidissement de la victime. Mais s'il s'agit d'une brûlure simple, l'arrosage peut être poursuivi pour limiter la douleur. Les vêtements de la victime doivent être retirés le plus tôt possible sans ôter ceux qui adhèrent à la peau. Ceci peut être fait pendant l'arrosage ou sous la douche. Vous devrez évaluer la gravité de la brûlure, comme cela est expliqué dans le plus du secouriste et le plus du médecin. Si la brûlure est grave, allongez la victime sur la région non brûlée, si possible sur un drap propre, si cela ne lui occasionne pas de gêne respiratoire. Il vous restera à alerter les secours tout en continuant à surveiller la victime de manière continue, toutes les 2 minutes au moins. Parlez à la victime, interrogez-la afin de vous assurer de sa conscience. Si elle ne répond pas, pratiquez les gestes qui peuvent alors s'imposer. La mise en position latérale de sécurité si elle respire, ou la réanimation cardio-pulmonaire si elle ne respire pas. Signalez l'aggravation en rappelant les secours. On passe à table là ? Ouais, ok, d'accord, vas-y, d'accord. Oh là là, il n'y a plus de flamme. Bon, mais un peu d'alcool. Ah! Viens là, viens. Ça Viens fait vite, mal. viens, on va passer de l'eau Ça dessus. fait mal. Viens. Ça fait mal. Hein. Vite. Ça fait mal. Ça pique. Attends, laisse bien ta main. Ton bras ici. Quand même. C'est mieux là? Oui, ça va. Ça soulage. Mais ça en fait encore mal. Placée pour emploi, sous l'autorité du préfet de police de Paris, cette unité militaire de l'arme du génie est devenue pour la population le recours le plus fiable et le plus efficace face aux multiples agressions de la vie moderne en site urbain.
L'état-major des sapeurs-pompiers de Paris est installé dans le 17e arrondissement. Pour remplir sa mission, la brigade dispose d'un état-major, d'un groupement d'instruction, d'un groupement des services et de 3 groupements d'incendie. L'arrêt de la respiration avec perte de conscience peut être lié à l'évolution d'une obstruction brutale des voies aériennes dont les manœuvres de désobstruction ont été vaines. La perte de connaissance survient en général en moins d'1 minute. Elle peut être due également à une intoxication par médicaments ou par drogue, à un traumatisme violent, à un accident dû à l'eau ou à l'électricité, une noyade, une électrocution, à une maladie qui peut toucher le cœur lui-même comme l'infarctus du myocarde. La vie d'une victime en arrêt respiratoire est menacée à très brève échéance. En effet, l'oxygène est fondamental pour le fonctionnement des cellules. À titre d'exemple, les cellules du cerveau commencent à souffrir si elles sont privées d'oxygène pendant 3 minutes. Elles seront irrémédiablement détruites si elles ne sont pas oxygénées au bout de 6 minutes. Donc, devant toute personne en arrêt respiratoire, vous devez, après avoir libéré ces voies aériennes, assurer artificiellement par la pratique du bouche à bouche l'apport d'air frais aux poumons. Cette manœuvre, qui permet d'oxygéner les cellules de l'organisme, assure leur survie en attendant l'arrivée des secours d'urgence. Des cas particuliers peuvent se présenter. Vous vous retrouvez tout seul avec la victime, vous avez appelé à l'aide mais personne n'est venu. Dans un premier cas, la victime a plus de 8 ans et se retrouve au minimum en arrêt respiratoire. Dès que vous avez constaté l'arrêt de la respiration, vous devez immédiatement alerter les secours. Dès que l'alerte est donnée, revenez auprès de la victime et poursuivez la conduite à tenir à l'endroit où vous l'aviez interrompue. Si la victime est en arrêt non plus respiratoire mais cardio-respiratoire, et s'il s'agit d'un enfant de moins de 8 ans, ou d'une personne victime d'une noyade, d'une intoxication par médicament, par alcool ou par drogue, vous réaliserez 1 minute de réanimation cardio-pulmonaire, donc bouche à bouche et massage cardiaque, avant d'aller alerter. Vous reviendrez rapidement auprès de la victime pour poursuivre la conduite à tenir après avoir vérifié la respiration. Pourquoi cette différence ? Eh bien, chez l'adulte, c'est une atteinte du cœur lui-même qui, la plupart du temps, est la cause de l'arrêt. Il faut donc, dans un premier temps, provoquer l'arrivée rapide des secours capables de pratiquer les techniques spéciales de réanimation cardiaque. Dans ce cas, le bouche à bouche associé au massage cardiaque externe ne permet que d'entretenir artificiellement la vie du patient en attendant l'arrivée des secours. Dans les autres cas, que j'ai évoqués précédemment, l'enfant de moins de 8 ans, le noyé, etc., c'est l'arrêt de la respiration qui est à l'origine de l'arrêt cardiaque. Le cœur, lui, n'est pas malade. Il est donc logique de penser que si on réoxygène l'organisme par bouche à bouche, associé à un massage cardiaque externe pendant 1 minute, on a peut-être une chance de faire repartir le cœur et la ventilation. C'est pour cela qu'on effectue cette réanimation cardio-pulmonaire avant d'alerter les secours. Un autre cas particulier peut se présenter. Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des premières insufflations. Ouvrez alors la bouche de la victime et recontrôlez la présence éventuelle d'un corps étranger. Si nécessaire, retirez-le avec les doigts. Assurez-vous que la tête de la victime est bien en arrière et que son menton est élevé. Renouvelez 5 nouvelles insufflations pour tenter d'obtenir au minimum 2 insufflations efficaces. Devant une impossibilité de réaliser des insufflations efficaces, vous devez envisager qu'il s'agit d'une obstruction totale des voies aériennes ayant entraîné une inconscience et un arrêt de la respiration de la victime. Vous devez immédiatement entamer un massage cardiaque externe. Les compressions thoraciques constitueront une succession de manœuvres semblables aux compressions abdominales de la méthode de Heimlich. Après chaque série de 15 compressions thoraciques, pensez à vérifier la présence ou non d'un corps étranger dans la bouche du patient avant de souffler. Si tel est le cas, retirez-le comme décrit dans le chapitre consacré à la victime inconsciente. Si après avoir réalisé les 2 insufflations initiales, la victime présente une ébauche de mouvement ou tousse, c'est que le cœur bat. Appréciez alors la respiration. En son absence, réalisez une ventilation artificielle. La fréquence des insufflations sera alors d'environ 10 à 12 par minute pour un adulte et de 20 par minute chez l'enfant et le nourrisson. Si au cours de ces insufflations, il n'y a plus aucun signe de circulation, associez immédiatement un massage cardiaque externe, c'est que le cœur s'est peut-être arrêté. Vous avez vu dans le film la technique du bouche à bouche.
Il existe une autre technique qui est celle du bouche à nez. Ces deux techniques sont d'efficacité équivalente. Ces méthodes orales, utilisées indifféremment, permettent d'insuffler directement l'air rejeté par le sauveteur à la victime. Cet air contient suffisamment d'oxygène pour rendre ces techniques efficaces. La méthode choisie ne sera efficace que si les voies aériennes sont et restent libres. Il faut éviter deux erreurs. Exécuter le mouvement selon une fréquence trop rapide, régler les mouvements sur sa propre respiration, car la fréquence en est augmentée par l'effort et l'émotion. Il faut donc pratiquer la ventilation artificielle posément, régulièrement, en ménageant ses forces. Pour réaliser cette technique, s'agenouiller à côté de la victime, près de son visage. Avec la main placée sur le front, maintenir la tête basculée en arrière. Avec l'autre main, soulever le menton, sans appuyer sur la gorge, et tenir la bouche de la victime fermée, le pouce appliquant la lèvre inférieure contre la lèvre supérieure pour éviter les fuites. Appliquez la bouche largement ouverte autour du nez de la victime, insufflez progressivement en 2 secondes jusqu'à ce que la poitrine commence à se soulever. Se redresser légèrement, reprendre son souffle tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser, l'expiration de la victime doit être passive. On vient de voir les techniques de réanimation chez l'adulte. Chez le nourrisson, celles-ci sont légèrement différentes. Pour les insufflations, on utilisera la méthode du bouche à bouche aîné. Cette technique se distingue de celle du bouche à bouche car le sauveteur englobe avec sa bouche à la fois la bouche et le nez de la victime. La fréquence des insufflations est plus élevée que chez l'adulte. Le volume des insufflations est plus faible que chez l'adulte pour voir la poitrine commencer à se soulever. Localisez le sternum du nourrisson et placez la pulpe de 2 doigts d'une main dans l'axe du sternum. Une largeur de doigt au-dessous d'une ligne droite imaginaire réunissant les mamelons de l'enfant. Comprimez régulièrement le sternum avec la pulpe de 2 doigts d'environ 2 à 3 cm et à une fréquence de 100 par minute. Après 5 compressions, basculez la tête du nourrisson en arrière, élevez le menton et réalisez une insufflation. Replacez la pulpe des doigts immédiatement à la bonne position et réalisez 5 nouvelles compressions. Un et 2 et 3 et 4 et 5. Continuez d'alterner 5 compressions sternales avec une insufflation. Chez l'enfant de 1 à 8 ans, on réalisera la technique adulte mais avec une seule main, en adoptant le cycle comme chez le nourrisson, de 5 compressions thoraciques et d'une insufflation. On recherchera pour le nourrisson et l'enfant les signes de circulation tous les 10 cycles de 5 compressions et d'une insufflation. Comme dans toute situation de danger, vous devrez d'abord réaliser la protection, ce qui dans notre exemple revient notamment à couper le courant. L'appareil ayant provoqué l'électrisation de la victime pourrait en effet connaître d'autres défaillances, elles-mêmes sources de danger, telles par exemple qu'un incendie. Après avoir apprécié l'état de conscience, appelez à l'aide si vous êtes seul et assurez immédiatement la liberté des voies aériennes, comme expliqué au chapitre consacré à la victime inconsciente qui respire. Appréciez la respiration sur 10 secondes au plus. Si la victime ne respire pas, vous ne percevrez aucun souffle, ni n'entendrez le moindre bruit. Par ailleurs, ni le ventre, ni la poitrine de la victime ne se soulèveront pendant les 10 secondes que dure cette recherche. Dès que vous aurez reconnu l'arrêt respiratoire, faites immédiatement alerter les secours d'urgence. Sony, allez prévenir les secours. Vous dites qu'il vous donne l'adresse du site et vous dites qu'il y a une personne qui a un arrêt cardio-ventilatoire. Pratiquez sans tarder 2 insufflations. Pour cela, il convient de s'agenouiller à côté de la victime, près de son visage. Avec la main placée sur le front de la victime, obstruez le nez en le pinçant entre le pouce et l'index pour empêcher toute fuite d'air par le nez tout en maintenant la tête en arrière. Avec la main placée sous le menton de la victime, ouvrez légèrement sa bouche tout en maintenant son menton soulevé. Pour cela, utilisez le pouce placé sous le menton et 2 autres doigts placés immédiatement sous la pointe du menton, comme si la main était une pince. Après avoir inspiré sans excès, ce que l'on appelle communément prendre sa respiration, appliquez votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Insufflez progressivement durant 2 secondes jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Redressez-vous ensuite légèrement afin de reprendre votre souffle, tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser. L'expiration de la victime est passive et se fait donc sans votre intervention.
Vous devrez vous assurer de la présence de signes de circulation comme la survenue de la toux ou de mouvements de la victime pendant les insufflations. De tels signes indiqueraient une reprise de la respiration. Ne mettez pas plus de 10 secondes pour effectuer cette recherche. L'absence de signes de circulation après 2 insufflations indique que le cœur ne fonctionne plus correctement. Il faut alors immédiatement débuter la réanimation cardio-pulmonaire. Pour effectuer une réanimation cardio-pulmonaire, communément appelée massage cardiaque, placez la victime sur un plan dur, si elle n'est pas déjà dans cette position. Effectuez 15 compressions sur la moitié inférieure du sternum. Pour cela, mettez-vous à genoux auprès de la victime et dans la mesure du possible, dénudez sa poitrine. Déterminez la zone d'appui de la façon suivante. Repérez de l'extrémité du majeur le creux situé en haut du sternum à la base du cou. Repérez du majeur de l'autre main le creux où les côtes se rejoignent en bas du sternum. Déterminez le milieu du sternum car vous placerez le talon de votre main juste en dessous de ce milieu. En d'autres termes, sur le haut de la moitié inférieure du sternum. L'appui sur le thorax doit se faire sur le sternum, directement sur la ligne médiane, mais jamais sur les côtés. Placez l'autre main au-dessus de la première en entrecroisant les doigts des 2 mains. On peut aussi placer la seconde main à plat sur la première, mais en veillant à bien relever les doigts sans les laisser au contact du thorax. Réalisez des compressions sternales successives de 4 à 5 cm en restant bien vertical par rapport au sol pendant toute la manœuvre, si besoin en écartant les bras de la victime. Tout balancement d'avant en arrière du tronc du sauveteur doit être proscrit. Les coudes ne doivent pas être fléchis, les avant-bras sont bien tendus dans le prolongement des bras. Les mains restent au contact avec le sternum entre chaque compression. La durée de la compression doit être égale à celle du relâchement de la pression sur le thorax, lequel doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression. Cela a pour conséquence d'optimiser l'efficacité des compressions thoraciques. Intercalez 2 insufflations toutes les 15 compressions du sternum. Le passage de l'insufflation aux compressions et des compressions aux insufflations doit être effectué aussi rapidement que possible, sous peine de diminuer l'efficacité de la réanimation cardio-pulmonaire. Après chaque insufflation, les mains seront placées au même endroit pour réaliser les compressions thoraciques sans nouvelle recherche systématique de la zone d'appui. La fréquence des compressions sternales doit être de 100 par minute, associée à 8 à 10 insufflations efficaces. Tous les 5 cycles de 15 compressions thoraciques et de 2 insufflations, le sauveteur interrompt les manœuvres de réanimation pour rechercher la présence de signes de circulation. Cette recherche ne doit pas durer plus de 10 secondes. En présence de signes de circulation et de reprise de la respiration, installez la victime en position latérale de sécurité et surveillez en permanence sa respiration. Si la respiration s'arrête de nouveau, ou en cas de doute, remettez la victime sur le dos et recommencez la réanimation cardio-pulmonaire. En l'absence de signes de circulation, recommencez une série de 5 cycles de réanimation cardio-pulmonaire et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsque le directeur commercial de l'entreprise veut exposer ses objectifs de vente à ses collaborateurs, il s'électrise en tentant de mettre en marche un rétroprojecteur défaillant. Il s'ensuit un arrêt cardio-respiratoire qui, sans intervention rapide d'un secouriste, conduit trop souvent à la mort. Mathieu, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Mathieu! Sony, allez prévenir les secours. Vous dites qu'il vous donnez l'adresse du site et vous dites qu'il y a une personne qui a un arrêt cardio-ventilatoire. Oui. Oui, le SAMU, là. Oui. Je m'appelle Mademoiselle Breteuil Sony, 15 place de l'Héris, à la Défense 5. Donc là, il y a une personne qui est au bureau numéro 435. Je vous appelle du numéro 01 48 68 62 39.
Donc, elle s'est électrisée. Elle a un arrêt cardio-respiratoire et il y a quelqu'un qui fait du massage cardiaque. Oui, elle a environ 25 ans. Oui, d'accord. Ils vont arriver. Hein. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15. Lors d'un saignement de nez, il ne sert strictement à rien de mettre une petite cuillère ou une clé dans le dos ou de faire lever les bras du patient. Il faut le faire se pencher en avant, repérer la narine qui saigne et appuyer sur cette narine pendant 5 minutes en espérant que le saignement s'arrête. S'il ne s'arrête pas, on peut toujours prendre un avis médical. Un certain nombre de personnes considèrent que les corps gras et le dentifrice permettent d'apaiser, voire de guérir les brûlures. Je vous rappelle que le seul traitement d'urgence des brûlures consiste à mettre cette brûlure sous l'eau froide, éventuellement de prendre un avis médical en dehors de tout autre geste. On considère souvent que l'eau de mer désinfecte les plaies. Or, surtout dans les mers chaudes, l'eau de mer en fait est un véritable bouillon de culture dans lequel prolifèrent les germes et qui aurait plutôt tendance à aggraver les lésions qu'à les guérir. Plusieurs signes permettent d'identifier un étouffement. La victime porte la main à sa gorge, elle ne peut plus parler et garde la bouche ouverte. Elle fait des efforts pour respirer sans que l'air n'entre ni ne sorte de ses poumons. L'action de secours débute par des claques dans le dos. Elles ont pour objet de provoquer un mouvement de toux, de débloquer ou d'expulser le corps étranger qui obstrue les voies aériennes. Laissez la victime dans la position où elle se trouve pour constater l'obstruction totale des voies aériennes. Placez-vous sur le côté, légèrement en arrière de la victime. Soutenez son thorax avec une main et penchez-la suffisamment en avant pour que l'obstacle dégagé sorte de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes. Donnez-lui 5 claques vigoureuses dans le dos entre les deux omoplates avec le plat de la main ouverte. Arrêtez les claques dès que la désobstruction est obtenue. Le corps étranger peut se dégager progressivement au cours des différentes tentatives. L'efficacité de ces manœuvres peut s'évaluer sur l'expulsion du corps étranger, l'apparition de toux ou la reprise de la respiration. En cas d'inefficacité des claques dans le dos, il vous faudra pratiquer une technique appelée manœuvre de Heimlich, laquelle consiste en 5 compressions abdominales. Le but de la manœuvre est de comprimer l'air contenu dans les poumons de la victime et d'expulser le corps étranger hors des voies aériennes par un effet de piston. Placez-vous derrière la victime, contre son dos. Si la victime est assise, fléchissez les genoux pour être à sa hauteur. Placez votre bras sous ceux de la victime, de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen. Assurez-vous que la victime est bien penchée en avant pour que l'obstacle dégagé sorte de la bouche et ne puisse retourner dans les voies aériennes. Mettez votre poing sur la partie supérieure de l'abdomen, au creux de l'estomac, au-dessus du nombril et en dessous du sternum. Ce point doit être horizontal, le dos de la main tourné vers le haut. Placez votre autre main sur la première, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes. Tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. Le corps étranger devrait se débloquer et sortir de la bouche de la victime. Si le corps étranger n'est pas délogé, répétez cette manœuvre jusqu'à 5 fois. S'il n'est toujours pas rejeté, il peut être resté dans la bouche de la victime. Dans ce cas, il faut chercher à le retirer à l'aide des doigts. Ça va? Asseyez-vous. Vas-y. Tu vas bien respirer, ça va? Oui. Ça va? Oui. Ok. Je vais demander l'avis d'un médecin et je viendrai vous voir. Oui. Après l'expulsion du corps étranger, vous devez parler le plus calmement possible à la victime pour la rassurer. Vous prendrez alors un avis médical par l'intermédiaire du médecin traitant ou du 15. Et si malgré tout l'obstruction persiste, il vous faudra alors réaliser à nouveau 5 claques vigoureuses dans le dos, puis 5 compressions abdominales et ainsi de suite jusqu'à ce que soit la victime expulse le corps étranger, soit qu'elle perde connaissance, ce qui arrivera hélas en moins d'1 minute. Si la désobstruction est obtenue,
faites alerter les secours d'urgence. Si la victime perd connaissance, pratiquez les gestes qui peuvent s'imposer. Ces méthodes vous seront décrites dans le chapitre consacré à la victime inconsciente et qui ne respire plus. Si l'obstruction des voies aériennes n'est pas totale, la victime aura du mal à respirer. Elle fait des efforts de toux et présente parfois un sifflement respiratoire. Bien souvent, elle peut pouvoir expulser d'elle-même le corps étranger, mais ce n'est pas obligatoire. En aucun cas, vous ne devrez pratiquer les techniques de désobstruction décrites précédemment car elles risqueraient de mobiliser le corps étranger et provoquer une obstruction totale des voies aériennes. Vous devez alors la laisser dans la position dans laquelle elle se sent le plus souvent assise ou demi-assise. Faites prévenir les secours d'urgence et surveillez-la en étant prêt à intervenir si l'obstruction devenait complète. L'obstruction totale des voies aériennes chez le nourrisson. La séquence d'action est la suivante. Réalisez 5 claques dans le dos. Couchez le nourrisson, tête penchée en avant, à califourchon sur l'avant-bras, de façon à ce que la tête soit plus basse que le thorax et facilite la sortie du corps étranger. Maintenez la tête avec les doigts de part et d'autre de la bouche, tout en évitant d'appuyer sur la gorge. Donnez 5 claques dans le dos, entre les deux omoplates, avec le plat de la main ouverte. Si le corps étranger n'a pas été rejeté, réalisez 5 compressions thoraciques. Placez votre avant-bras contre le dos de l'enfant et votre main sur la tête. Le retournez sur le dos tout en le maintenant fermement, l'allongez tête basse sur votre avant-bras et votre cuisse. Effectuez 5 compressions sur le devant du thorax avec les deux doigts au milieu de la poitrine sur la moitié inférieure du sternum sans appuyer sur son extrémité inférieure. Après les 5 claques dans le dos et les 5 compressions thoraciques, vérifiez que le corps étranger n'est pas dans la bouche. S'il est visible, le retirez délicatement avec les doigts. Si le corps étranger n'est pas expulsé, répétez le cycle successivement en alternant claques dans le dos et compression abdominale. Continuez jusqu'à obtenir une désobstruction des voies aériennes ou jusqu'à la perte de connaissance du nourrisson. Alertez les secours d'urgence. Les compressions thoraciques sont très efficaces chez le nourrisson du fait de la souplesse du thorax. En revanche, les compressions abdominales ne sont pas recommandées car elles peuvent entraîner une lésion des organes de l'abdomen. Des maladies peuvent être transmises par le sang de la victime si les mains du sauveteur présentent des plaies, même minimes. Dans ces conditions, il convient de se protéger le mieux possible. Idéalement par le port de gants, mais il est évident que personne n'en dispose sur lui. Par contre, si on trouve un morceau de plastique propre ou un sac de style supermarché, on pourra alors appliquer une compression directe sur la plaie. En l'absence de tout moyen de protection, si la plaie saigne abondamment, alors que vous avez des plaies sur vos mains, il est tout à fait logique de pratiquer un point de compression à distance en attendant l'arrivée des secours. À l'issue de l'intervention, n'oubliez pas de vous laver les mains avec du savon, voire éventuellement de les désinfecter avec de l'eau de javel ou du daquin. Si vos vêtements sont souillés de sang, retirez-les le plus tôt possible et lavez-les. En cas d'inquiétude, à la suite d'un contact avec le sang d'une victime, vous pouvez consulter un service d'urgence. Il existe des cas particuliers d'hémorragie visible. Un de vos voisins, un de vos enfants présente un saignement de nez. Demandez-lui si le saignement est apparu spontanément ou parce qu'il a reçu un coup sur le nez. Dans le premier cas, laissez la victime assise, tête penchée en avant, repérez la narine qui saigne, ne l'allongez pas pour éviter qu'elle n'avale son propre sang. Demandez-lui de comprimer avec son doigt la narine qui saigne pendant 10 minutes, et si ça n'est pas possible, faites-le vous-même. Si le saignement de nez ne s'arrête pas ou se reproduit, l'avis d'un médecin est nécessaire. Dans le deuxième cas, après un coup ou une chute, alertez les secours médicalisés et surveillez la conscience. Un proche, un ami, un inconnu devant vous vomit ou crache du sang. Il peut s'agir d'un vomissement de sang plus ou moins rouge ou de crachats sanglants qui surviennent lors d'une violente crise de toux. Ce sont des formes d'hémorragie en général très graves sur lesquelles vous ne pourrez qu'agir qu'en fonction de l'évolution plus ou moins rapide de la situation. L'appel des secours médicalisés doit être immédiat. Si elle est consciente, installez la victime en position assise ou demi-assise si elle ne supporte pas la position allongée. Si elle est inconsciente, agissez en conséquence. Allez, pas de panique, les gestes qui continuent à sauver se trouvent dans les films qui suivent. Par contre, il faut absolument conserver les vomissements ou les crachats, si possible dans un récipient,
pour les montrer au médecin. Signaler toute aggravation en rappelant les secours. Lorsque le sauveteur doit se libérer, il remplacera la compression manuelle par un tampon de tissu ou de papier maintenu en place par un lien large. La mise en place de ce tampon doit respecter les principes suivants. Le tissu mis en place doit être propre et recouvrir complètement la plaie qui saigne. La substitution de la compression manuelle par le tampon relais doit être le plus rapide possible. Le lien large doit recouvrir complètement le tampon et être assez long pour faire au moins 2 tours. Le lien large doit être suffisamment serré pour garder une pression suffisante sur l'endroit qui saigne et éviter que le saignement ne reprenne. Certaines localisations ne permettent pas de fixer facilement le lien large. Exemple, au niveau du cou, du thorax ou de l'abdomen. Dans ce cas, la compression manuelle doit être maintenue. Dans les cas où la compression directe sur la plaie est impossible, exemple des fractures ouvertes, des plaies inaccessibles ou avec un corps étranger que l'on ne doit jamais retirer, contrairement à ce que l'on voit dans certains films, car cela pourrait aggraver la lésion. Également, les cas où la compression directe est inefficace et que le sang continue de couler. Et enfin, si le sauveteur présente une plaie des mains et ne possède pas de moyens de protection, il faut alors assurer une compression du vaisseau, qui est la principale source de l'hémorragie entre le cœur et la plaie. C'est ce qu'on appelle les points de compression. Le point de compression s'effectue au pli de laine pour les saignements des membres inférieurs. Le sauveteur est au niveau du bassin, sur le côté, il appuie avec un bras tendu à la verticale au milieu du pli de laine. Sur la face interne du bras, pour les saignements du membre supérieur, empaumé par-dessous le bras de la victime du côté de la plaie qui saigne, le pouce sur la face interne du bras en direction de l'os, effectuer une légère rotation perpendiculaire à l'axe du bras. À la base du cou, pour une plaie du cou qui saigne, le pouce appuie à la base du cou sans écraser la trachée, les autres doigts prennent appui derrière le cou, l'artère est ainsi écrasée contre les vertèbres. Une fois effectué, un point de compression doit être maintenu. Le sauveteur doit effectuer une pression manuelle ferme et continue et maintenir cette pression pendant le temps nécessaire au service d'urgence pour arriver sur les lieux. En cas de fatigue, le sauveteur peut changer de doigt ou de point d'appui. Correctement réalisé, le point de compression entraîne un arrêt du saignement, quelle que soit la main utilisée. Le garrot est obligatoirement mis en place sur la cuisse, entre la plaie et l'aine, au membre supérieur, sur le bras, entre la plaie et l'aisselle. Le garrot est utilisé à la place d'un point de compression dans les cas suivants. Impossible de réaliser du fait de la position de la victime, inefficace car le sang continue de couler, ou alors qui ne peut être maintenu par un sauveteur isolé qui doit donner l'alerte ou qui doit s'occuper d'une autre victime. Pour éviter un cisaillement du membre, il ne faut jamais utiliser une ficelle, un fil de fer ou un garrot élastique. Il est préférable d'utiliser un lien large du style cravate, écharpe, foulard. Donc la technique de pose est la suivante. Maintenir le point de compression, prendre le lien large et le passer en 2 brins sous la cuisse. Ensuite, avec le genou, bloquer un des 2 brins, passer le 2e brin à l'intérieur de la boucle, serrer fortement jusqu'à l'arrêt du saignement. Vous pouvez à ce moment-là relâcher le point de compression et venir réaliser un nœud.
Le garrot doit toujours rester visible et il ne doit jamais être recouvert. L'heure de pause doit être relevée et marquée de façon claire et précise sur la victime. Une fois posé, le garrot ne doit jamais être desserré, seul un médecin est autorisé à le faire. Il n'y a plus de branchage maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je me suis coupé. Allonge-toi. Allonge-toi. Voilà. Julie. Oui. Tu pourrais prévenir les secours? Oui. Tu vas dire que le jardinier s'est coupé au niveau de l'avant-bras avec une faucille. D'accord. Qu'il y a un secouriste qui effectue une compression manuelle. D'accord. Tu indiques l'adresse précise du site. Et en revenant, tu pourras apporter une couverture. D'accord. Vas-y vite. J'y vais. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Voilà. Ça saigne plus là. Ça saigne plus. Attends, je vais juste relever légèrement ton bras. Voilà. Comme ceci. Ça va là? Ouais. Ça va aller J'ai mieux. mal. Ah Julie, tu pourras couvrir la victime? Oui. Tu Je vas viens de doucement. prévenir les pompiers, là, ils arrivent. Bah tu vois, t'as entendu? Les pompiers arrivent, laisse-moi voir arriver là. Voilà. Ouais, t'auras moins froid comme ça là. Tu te sens comment là? Ça va, mais j'ai mal. Ouais, c'est normal, hein. C'est normal. Mais ça saigne plus, hein. Comme je t'ai dit, c'est bon, ça saigne plus là. Donc c'est le principal là. J'ai soif. T'as soif? D'accord. J'ai soif. On va attendre un petit peu, hein. Faut pas que tu boives pour l'instant. Pardon. Hein, c'est déconseillé. J'ai soif. D'accord? Tu verras ça tout à l'heure. Est-ce qu'on va arriver? Ça va aller vite hein, maintenant. Le saignement peut être dû à une écorchure, une éraflure ou une abrasion cutanée. Pour ce type de plaie, il s'arrête généralement spontanément. Mais le saignement peut aussi être abondant. Il s'agit alors d'une véritable hémorragie qui imbibe de sang un mouchoir de toile ou de papier en quelques secondes et qui ne s'arrête pas spontanément. L'hémorragie est le plus souvent évidente, mais elle doit aussi être recherchée sur un blessé car elle peut être temporairement masquée par la position de la victime ou par un vêtement. Appuyez directement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main. Cette technique est facile et rapide. Elle suffit dans la plupart des cas pour arrêter le saignement en comprimant les vaisseaux qui saignent. Si ce geste est inefficace ou ne peut être effectué, il faudra envisager d'autres démarches qui sont expliquées dans le plus du secouriste. Allongez la victime en position horizontale. Cette position retarde ou empêche l'installation d'une détresse liée à la perte importante de sang. Lorsque le saignement siège à une extrémité d'un membre, élevez cette extrémité au-dessus du niveau du cœur. Donnez, ou mieux faites donner l'alerte et vérifiez que l'hémorragie est arrêtée. Julie. Oui. Tu pourrais prévenir les secours? Oui. Tu vas dire que le jardinier s'est coupé au niveau de l'avant-bras avec une faucille. D'accord. Qu'il y a un secouriste qui effectue une compression manuelle. D'accord. Tu indiques l'adresse précise du site. D'accord. Et en revenant, tu pourras apporter une couverture. D'accord. Vas-y vite. Parlez régulièrement à la victime en attendant l'arrivée des secours et expliquez-lui les gestes que vous êtes en train de faire en la rassurant et en recherchant sa coopération. J'y vais. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Voilà. Ça saigne plus là. Ça saigne plus. Ne lui donnez pas à boire, mais protégez-la contre le froid et les intempéries. En cas d'intoxication, qu'elle soit alimentaire par les médicaments ou autre, il ne sert strictement à rien de donner du lait. Ça peut même s'avérer extrêmement dangereux en cas de brûlure des voies digestives. Un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme sans que le sujet qui l'éprouve puisse en identifier obligatoirement l'origine. Il peut être fugace ou prolongé, de survenue brutale ou progressive. Un malaise traduit une défaillance temporaire ou durable d'une partie de l'organisme, sans que ce trouble n'entraîne initialement une inconscience, un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque. Certaines personnes présentent des malaises répétitifs souvent identiques, douleurs cardiaques, diabétiques, asthmatiques. Certains malaises sont dits graves, car ils peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale. Ces malaises graves appellent une réponse immédiate par l'intervention des secours d'urgence. Si pour ces malaises, une victime prend un traitement prescrit par son médecin et dont il connaît les doses, eh bien, à sa demande ou sur les consignes du médecin du centre 15 préalablement alerté, on peut aider la personne à prendre ce traitement en respectant les doses prescrites par son médecin. De même, si une victime demande spontanément du sucre, elle est probablement diabétique et se retrouve en manque de sucre dans le sang. C'est un début d'hypoglycémie, il faut la resucrer en lui donnant de préférence du sucre en morceaux ou des boissons sucrées. Le sauveteur peut rencontrer diverses situations qui traduisent la gravité d'un malaise et qui nécessitent le recours à un avis médical immédiat. Dans le cadre des malaises, la victime est consciente, réagit et répond aux questions. Elle peut ressentir une douleur serrant la poitrine, comme vous l'avez vu dans le film, ou une douleur du ventre intense qui dure ou qui se répète.
Elle peut aussi avoir froid, être couverte de sueur abondante, sans avoir fourni d'efforts ou sans que la chaleur environnante soit importante. Elle peut présenter une pâleur intense. Chez la victime à peau hâlée ou colorée, la pâleur peut être appréciée à la face interne des lèvres. Elle peut avoir du mal à respirer, ne plus parler ou le fait avec de grandes difficultés. Elle peut présenter une paralysie du bras ou de la jambe, même transitoire, a du mal à parler et la bouche est déformée. Et enfin, si elle est agitée, il faut l'isoler. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Là, je sais pas, là, ça vient de me serrer là, d'un seul coup, là, je suis serré comme dans un étau, là, ça va pas. Et combien de temps vous êtes comme ça? Ah, là, j'arrive, là, je suis en train de courir, là, d'un seul coup, là, ça arrive. Et ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Vous n'avez pas les médicaments? Non. Vous n'avez jamais été hospitalisé? Non. Non? Vous avez, d'accord. Ben, je vais appeler. D'accord. Tu vas s'appeler, tu lui parles un petit peu, tu nous réconfortes un petit peu? D'accord. Attendez, monsieur, je reviens. Vous avez froid là? Attendez, je vais vous donner la main. Oui, allô, SAMU? Oui, bonjour. Monsieur Dupont, l'appareil. Je me situe actuellement en route du lac au bois de Vincennes. Donc je suis en présence d'un monsieur d'une cinquantaine d'années qui courait et suite apparemment à cet effort a présenté des douleurs au niveau de la poitrine. Ça le serrait comme un étau. Oui, voilà. Donc apparemment c'est la première fois que ça lui arrive, il n'a pas de médicaments, il n'a jamais été hospitalisé. Oui. D'accord. Oui, route du lac. Oui. D'accord, merci. Bon, j'ai appelé le SAMU, ils vont arriver bientôt. D'accord. Vous sentez comment là? C'est toujours pareil? Ouais, toujours. Pas de changement? Ouais. Vous avez plus chaud comme ça là? Ouais, ça va mieux. On va rester un petit peu comme ça, comme ça se résorbe. Voilà. Vous courez souvent? Oui. Vous faites des footings, ouais? Des marathons? Régulièrement, oui. D'accord, on fait des foulées aussi? Ouais. Il vous faut immédiatement mettre la victime au repos et la rassurer, la calmer en lui parlant tranquillement, sans énervement. En cas de gêne respiratoire, installez la victime en position assise ou demi-assise. Dans les autres cas, allongez-la, sauf si elle adopte spontanément une autre position. Avant d'alerter les secours, vous devrez vous enquérir de l'état de santé habituel de la victime. Posez-lui ou à son entourage quelques questions simples pour obtenir des renseignements utiles. Et combien de temps vous êtes comme ça? Ah, là, j'arrive, là, je suis en train de courir, là, d'un seul coup, là, ça arrive. Et ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Vous n'avez pas les médicaments? Non. Vous n'avez jamais été hospitalisé? Non. Ces renseignements pourront ensuite être communiqués au service de secours, ce qui ne peut qu'accroître l'efficacité de son intervention ou de ses conseils. Vous devrez immédiatement obtenir un avis médical ou appeler une structure spécialisée dans l'urgence médicale. Cet appel ne doit pas être différé, même à la demande de la victime. Vous veillerez à transmettre de façon précise ce que vous avez observé et entendu. Donc je suis en présence d'un monsieur d'une cinquantaine d'années qui courait et suite apparemment à cet effort a présenté des douleurs au niveau de la poitrine. Ça le serrait comme un étau. Oui, voilà. Donc apparemment c'est la première fois que ça lui arrive, il n'a pas de médicaments, il n'a jamais été hospitalisé. Oui. D'accord. Oui, route du lac. Oui. D'accord, merci. Parlez régulièrement à la victime. La conversation permet d'une part de vous assurer qu'elle est consciente et d'autre part de la surveiller et de lui expliquer vos démarches pour la réconforter. Bon, j'ai appelé le SAMU, ils vont arriver bientôt. D'accord. Vous sentez comment là? C'est toujours pareil? Ouais, toujours. Pas de changement? Ouais. Vous avez plus chaud comme ça? Ouais, ça va mieux. Si elle ne répond plus, pratiquez les gestes qui peuvent alors s'imposer. Il s'agira de la mettre en position latérale de sécurité si elle respire ou de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire si elle ne respire plus. En outre, vous ne manquerez pas de rappeler les secours afin de signaler l'aggravation. Chez un noyé en état de mort apparente, il ne sert à rien de vouloir à tout prix faire sortir l'eau de ses poumons. Il est préférable de commencer une réanimation cardio-pulmonaire par bouche à bouche et massage cardiaque et de faire prévenir les secours. En cas de traumatisme des mains ou des pieds, si un ongle doit tomber, il ne faut jamais l'arracher. Bien au contraire, il faut le conserver le plus longtemps possible car ça permet la repousse harmonieuse de l'ongle en dessous. Lors d'une baignade, si on a de l'eau dans l'oreille, il ne faut absolument pas taper sur cette oreille pour tenter de faire sortir l'eau, car il y a un risque de traumatisme du tympan relativement important.
t'aider. Je me suis coupé, laisse chercher là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis coupé, elle a dérapé. Elle est bloquée. Je sais pas, les portables, je sais pas. Bon, attends, c'est bon. Je vais téléphoner au secours, je reviens, ok? Je viens d'avoir prévenu les secours. Ils vont pas tarder à arriver là. T'as plein de sueur, ça va aller? Ah, mais c'est pas grave. Comment reconnaître la gravité d'une plaie? Il existe 3 critères principaux pour reconnaître la gravité d'une plaie. Premièrement, sa localisation, si elle se situe au niveau du cou, de l'œil ou de la face. Au niveau du thorax ou de l'abdomen, en particulier si la plaie semble profonde, il convient de faire appel au secours médicalisé. Deuxièmement, la gravité d'une plaie peut être également déterminée par son aspect, parce qu'elle saigne abondamment, parce qu'elle est déchiquetée, parce qu'elle est multiple ou étendue. Enfin, la gravité d'une plaie sera déterminée par son mécanisme de survenue, soit par un projectile, soit par un outil, soit par un objet tranchant tel que couteau ou cutter, ou par une morsure. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que toute morsure par un animal, et en particulier les morsures de chiens, sont source d'infections inévitables. Il convient donc de consulter un médecin et de vérifier sa vaccination antitétanique. Par ailleurs, la loi oblige le propriétaire de l'animal à le faire visiter par un vétérinaire le plus tôt possible pour éliminer un risque de contamination de l'animal par le virus de la rage. Si la plaie saigne abondamment, vous adopterez la conduite à tenir dans le chapitre consacré aux hémorragies graves. On a vu comment placer une victime présentant une plaie grave de l'abdomen. Dans le cas d'une plaie grave du thorax, il faut mettre la victime en position demi-assise pour rendre sa respiration plus facile. En cas de plaie à l'œil, allongez la victime à plat dos, tête calée, en recommandant au blessé de fermer les 2 yeux et de ne pas bouger. Ne jamais rechercher à retirer un corps étranger oculaire. Cette position évite une aggravation éventuelle de la lésion de l'œil. Dans tous les cas, demandez un avis médical. Protégez la victime du froid ou de la chaleur et des intempéries. Parlez-lui régulièrement, expliquez-lui ce qui se passe pour la réconforter. Si elle devient inconsciente, pratiquez alors les gestes qui s'imposent et signalez l'aggravation en rappelant les secours. Dans notre exemple, la victime souffre d'une plaie grave à l'abdomen et il vous faudra la mettre plat dos, cuisses fléchies et jambes horizontales posées sur un support pour relâcher les muscles de l'abdomen et diminuer la douleur. En matière de plaie grave, les moyens d'intervention du sauveteur sont forcément limités. Après avoir placé la victime dans la position adéquate, votre tâche sera de prévenir immédiatement les secours spécialisés et de réconforter la victime. Je viens d'avoir prévenu les secours, ils vont pas tarder à arriver. T'es tombé? Oh là là, bah ouais, punaise. T'es nul toi. Non, c'est bon, ça va là. Bon, on va les désinfecter quand même. Putain, le tennis, là, c'est pas mon truc. Allez, par précaution, on va les désinfecter. Ouais, y'a pas grand chose, ça va aller. Je viens me laver les mains. Ok, ouais. Putain, le tennis, c'est pas mon truc quand même, punaise. Oh, c'est rien. Bon, c'est une petite blessure quand même, c'est bon, c'est pas terrible. Hein. Bah, fais-moi voir ta plaie, tiens. T'as déjà fait quoi? Ouais, je vais enlever les petits. Quand même. Bon, y'a un petit truc, c'est bon, ça va. Par précaution. T'es vacciné contre le tétanos? Ah ouais, c'est si. Il y a combien de temps? Il y a longtemps? Ouais, il y a pas longtemps. Il y a même pas un an. Donc tu verras si ça commence à gonfler, à rougir dans les 24 heures. Et si t'as mal, bah tu vas consulter un médecin. Ok. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Tu vas voir, ça va piquer un petit peu là. Surtout, si tu te désinfectes, si tu es tout seul un jour, tu vas toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne remets pas les cailloux à l'intérieur. Donc tu prends bien là, comme ça, et tu pousses les petits cailloux. Ok? Ok. Voilà. Par contre, si tu fais du jardinage ou quoi que ce soit, ce que tu fais, tu mets des gants ou un pansement hein, pour éviter... voilà. Merci. C'est bon.
Toute plaie, toute piqûre même minime peut provoquer une maladie très grave, souvent mortelle, le tétanos. Elle est due à la pénétration dans l'organisme par la plaie d'un bacille contenu dans la terre, le bacille de Nicolaer, responsable de la maladie. Il existe encore 300 à 500 cas de tétanos chaque année en France. Seule la vaccination antitétanique protège de la maladie. Si le sujet n'a pas été vacciné, il doit immédiatement consulter un médecin. Si la vaccination est ancienne, au-delà de 10 ans, il doit également consulter un médecin. Il conviendra alors de faire une injection de rappel. Des maladies peuvent être transmises par le sang en cas de plaie même minime des mains du sauveteur. Dans ce cas, il convient de se protéger par le port de gants, de toujours se laver les mains et de les désinfecter avec de l'eau de Javel ou du Daquin le plus tôt possible. Mais nous en avons déjà parlé lors des hémorragies. Les plaies simples sont généralement secondaires à un traumatisme. Elles sont provoquées par une coupure, une piqûre ou une éraflure, saignant peu et non située à proximité d'un orifice naturel ou de l'œil. Suivant son importance et sa localisation, la plaie peut être à l'origine de dangers immédiats, comme l'hémorragie, pour lequel nous avons vu la conduite à tenir dans le chapitre consacré à ce sujet, mais aussi une défaillance de la respiration ou des complications secondaires comme une infection. Avant toute chose, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Nettoyez ensuite la plaie, également à l'eau et au savon, ou au besoin avec une compresse stérile. Vous pouvez également utiliser un antiseptique acquis sur les conseils d'un médecin, d'un pharmacien ou d'une infirmière. Le lavage élimine les germes qui pourraient pénétrer dans la plaie. Il doit se faire avec douceur pour ne pas faire saigner ou faire pénétrer des corps étrangers. Si la plaie risque d'être à nouveau souillée, protégez-la par un pansement adhésif. Ce pansement n'adhérera correctement que lorsque la peau aura séché. Demandez à la victime si elle est vaccinée contre le tétanos et depuis quand. Tu es vacciné contre le tétanos? Ah ouais, si. Il y a combien de temps? Il y a longtemps? Ouais, il y a pas longtemps. Si la vaccination n'est pas récente, conseillez-lui de consulter un médecin. Indiquez également à la victime que si la plaie devient chaude, rouge, ou si elle gonfle, ou encore si elle continue de faire mal dans les 24 heures, elle devra sans tarder consulter un médecin. Ah non? Mais qu'est-ce que t'as fait, chérie? Hé, qu'est-ce que t'as foutu, ça? Pourquoi tu prends des médicaments, chérie? 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 Serre-moi la main! Chérie, réponds-moi aux mains, serre-moi la main! Ouvre les yeux! Chérie! À l'aide! Au secours, à l'aide! Allô, le SAMU? Oui, bonjour, je suis Laurent Dubus, là. Je vous téléphone du 01 41 50 52 53. Je me trouve au bâtiment 15, rue Jean Jaurès, au 3e étage, chambre 4, à Paris, 19e arrondissement. Donc il y a ma copine, là, qui est inconsciente, là, et qui respire. Elle a pris des médicaments. Donc elle a pris environ 2 plaquettes. C'est 2 plaquettes, environ 2 plaquettes et demie, notamment du thé foutu. Donc je l'ai mis sur le côté et je l'ai couverte. Oui, c'est ça, oui. Oui, d'accord. Je peux raccrocher? D'accord, merci, au revoir. Chérie, tu m'entends là? Chérie, réponds-moi. Chérie? T'inquiète pas, les secours ils arrivent là. Les secours ils vont arriver là, ça va aller. La victime doit être immédiatement placée sur le côté par le sauveteur dès lors qu'il a constaté qu'elle est inconsciente mais qu'elle respire. En effet, la position latérale de sécurité permet le contrôle des voies respiratoires
en évitant que la personne inonde ses bronches avec ses propres vomissements si on la laisse sur le dos, ce qui conduirait à une mort certaine. Même si l'on a un doute sur une éventuelle lésion de la colonne vertébrale, la mise en position latérale de sécurité prime sur l'éventualité de l'aggravation d'une lésion traumatique. Néanmoins, sa réalisation doit respecter quelques principes pour être parfaitement efficace. Le retournement de la victime sur le côté doit limiter au maximum les mouvements de la colonne vertébrale. La victime devra se retrouver dans une position la plus latérale possible pour éviter la chute de la langue en arrière et permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur. La position doit être stabilisée. Toute compression de la poitrine qui pourrait limiter les mouvements respiratoires est à éviter. La mise en position latérale de sécurité est donc un geste de sauvetage fondamental que tout secouriste ne doit pas hésiter à faire dès lors qu'il est justifié. Il existe certains cas particuliers pour la mise en position latérale de sécurité. Chez le nourrisson et l'enfant, qui ne réagit pas à la stimulation et qui respire normalement, la conduite à tenir par le sauveteur est identique à celle de chez l'adulte. La femme enceinte est de principe allongée sur le côté gauche pour éviter l'apparition de détresse par compression de certains vaisseaux de l'abdomen. En cas d'atteinte thoracique ou d'un membre supérieur ou inférieur, le blessé est couché autant que possible sur le côté atteint. Si la victime est retrouvée couchée sur le ventre, complétez la liberté des voies aériennes, stabilisez la position de la victime et appréciez toutes les minutes la respiration. Une personne inconsciente, laissée sur le dos, est toujours exposée à des difficultés respiratoires. Ces voies aériennes peuvent être obstruées par la chute de la langue en arrière. Elles peuvent aussi être encombrées par l'écoulement dans les voies respiratoires et les poumons de liquide qui étaient présents dans sa gorge. Il peut s'agir de salive, de sang ou encore de liquide gastrique qui causerait de graves dommages aux poumons. C'est pourquoi il est fondamental d'assurer en priorité la liberté des voies aériennes. Il convient d'apprécier l'état de conscience de la victime. À cet effet, posez-lui une question simple. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Prenez-lui aussi la main et demandez-lui de faire un geste simple comme ouvrir les yeux. Son absence de réponse ou de réaction signifie qu'elle est inconsciente. Desserrez ou dégrafez rapidement tout ce qui peut gêner la respiration de la victime, tel que ceinture, cravate ou collier. Basculez doucement sa tête en arrière et élevez le menton. Placez ensuite la paume d'une main sur le front pour appuyer vers le bas et incliner la tête en arrière. Placez 2 ou 3 doigts de l'autre main juste sous la pointe du menton, en prenant appui sur l'os et non sur la partie molle pour l'élever et le faire avancer. Vous pouvez éventuellement vous aider du pouce pour saisir le menton. La bascule prudente de la tête et l'élévation du menton entraînent la langue qui se décolle du fond de la gorge et permet le passage de l'air. Ouvrez la bouche de la victime avec la main qui tient le menton. Le cas échéant, retirez les corps étrangers visibles à l'intérieur de la bouche de la victime avec la main qui était sur le front, y compris les prothèses dentaires décrochées, mais sans toucher à celles qui sont restées en place. Pour apprécier la respiration de la victime, penchez-vous sur elle de sorte que votre oreille et votre joue soient au-dessus de sa bouche et de son nez. En faisant ce geste, n'oubliez pas de garder son menton élevé. Avec votre joue, vous pourrez sentir le flux d'air expiré par le nez et la bouche de la victime. Avec votre oreille, vous rechercherez les bruits anormaux de la respiration, tels que des sifflements, des ronflements ou des gargouillements. Avec vos yeux, vous apprécierez le soulèvement du ventre ou de la poitrine. L'ensemble de ces recherches doit se faire en une dizaine de secondes au plus. Si la poitrine se soulève et si vous percevez le souffle et éventuellement d'autres bruits, la victime respire. À défaut, il faudra pratiquer les techniques de réanimation montrées au chapitre consacré à l'arrêt cardio-respiratoire. Il faut maintenant placer la victime en position latérale de sécurité. Retirez-lui d'abord ses lunettes si elle en porte. Assurez-vous que ses membres inférieurs sont allongés côte à côte. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-les délicatement l'un de l'autre dans l'axe de son corps. Saisissez le bras de la victime se trouvant de votre côté et placez-le à angle droit de son corps. En pliant son coude, gardez la paume de sa main tournée vers le haut. Mettez-vous à genoux ou en trépied à côté de la victime. D'une main, saisissez son bras opposé, placez le dos de sa main contre son oreille, celle se trouvant de votre côté. Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre paume. Lorsque vous retournerez la victime, cette position permettra d'accompagner le mouvement de sa tête et de diminuer la flexion de la colonne vertébrale, flexion qui pourrait aggraver un éventuel traumatisme. Avec votre autre main,
Attrapez la jambe opposée, juste derrière le genou, et relevez-la tout en gardant le pied de la victime au sol. La saisie de la jambe de la victime au niveau du genou permet de l'utiliser comme un bras de levier. Vous pouvez ainsi retourner la victime, quelle que soit votre force physique. Pour cela, placez-vous assez loin d'elle au niveau du thorax pour pouvoir la tourner sur le côté sans avoir à vous reculer. Tirez sur sa jambe afin de faire rouler la victime vers vous jusqu'à ce que son genou touche le sol. Le mouvement de retournement doit être fait sans brusquerie et en un seul temps. Notez que le maintien de la main sous la joue de la victime permet de respecter l'axe de la colonne cervicale. Si les épaules ne tournent pas complètement, vous pouvez coincer le genou de la victime avec votre propre genou pour éviter que son corps ne retombe en arrière sur le sol, puis saisir son épaule avec la main qui tenait le genou pour achever la rotation. Dégagez doucement votre main se trouvant sous la tête de la victime en maintenant son coude avec votre autre main qui jusqu'à là tenait son genou. Ce geste a pour objet de ne pas entraîner la main de la victime et d'éviter tout mouvement de la tête. Ajustez la jambe située au-dessus de l'autre de telle sorte que la hanche et le genou soient à angle droit. La position de la jambe au-dessus de la victime permet de stabiliser la position latérale de sécurité. Ouvrez ensuite la bouche de la victime avec le pouce et l'index d'une main sans bouger sa tête afin de permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur. Il ne vous restera plus qu'à couvrir la victime et à alerter les secours. C'est quoi là? Il y a de la fumée là, non? C'est quoi? Attends. Au secours, au secours, au secours! Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur là! Vas-y, éclate-toi. Appelez les pompiers! Si brutalement, une sirène diffuse le signal que vous venez d'entendre 3 fois 1 minute, séparé par un intervalle de 5 secondes, cela vous signale un danger immédiat. Attention, pas de panique. Tous les premiers mercredis de chaque mois, à midi, des essais sont pratiqués dans toute la France. Par ailleurs, ce signal a été volontairement prolongé 3 fois 1 minute pour qu'il ne soit pas confondu avec les signaux d'appel des sapeurs-pompiers. Dans certaines conditions particulières, proximité d'une centrale nucléaire, d'un barrage hydroélectrique, d'une usine chimique, d'un complexe pétrolier, un signal beaucoup plus bref annonce un danger imminent. Dans ce cas, très souvent, des consignes particulières ont été données aux populations locales, soit par les entreprises elles-mêmes, soit par les pouvoirs publics. Dans tous les cas, dès l'alerte donnée, il vous faut immédiatement vous mettre à l'abri dans un local dont vous fermerez portes et fenêtres. Allumez votre radio si possible sur un poste alimenté par des piles, sur France Inter 162 kHz ou 1852 mètres en grandes ondes, voire sur France Info locale. Je vous conseille fermement de ne pas aller chercher vos enfants à l'école. Les enseignants connaissent la conduite à tenir dans ce genre de situation, faites-leur confiance. Évitez toute cause possible d'explosion, ne fumez pas, ne déclenchez aucune source de chaleur, pas de flamme ni d'étincelles. Fermez votre gaz. Sauf urgence absolue, ne téléphonez pas, y compris par les portables, pour ne pas encombrer le réseau qui doit rester libre pour les services de secours. Assurez-vous que votre entourage proche a reçu et exécuté toutes ces consignes. Des consignes complémentaires pourront être diffusées par haut-parleur par les services d'incendie et de secours qui parcourront vos rues. Lorsque le danger est écarté, la sirène diffuse un signal sonore continu de 30 secondes. Quand cela est possible, supprimez immédiatement et de façon permanente les dangers environnementaux qui peuvent protéger l'action du sauveteur. En fait, il existe 3 niveaux de danger. Le danger initial ayant provoqué l'accident qui peut persister, la situation peut s'aggraver, l'accident peut être lui-même générateur de danger. Délimitez clairement, largement et visiblement la zone de danger et empêchez toute intrusion dans cette zone. Pour réaliser la protection, utilisez tous les moyens matériels dont vous disposez et s'assurer si besoin du concours de toute personne apte
qui pourrait apporter une aide dans la mise en œuvre de cette protection. Dans le film, vous avez vu comment réaliser le dégagement d'urgence par la méthode dite traction par les poignets. Il existe une autre façon qui consiste à saisir la victime par les chevilles. Donc là, le principe est le même, il suffit de se baisser, se protéger, saisir fermement au niveau des chevilles et tirer la victime en arrière tout en restant penché. Éventuellement, pour cette technique, vous pouvez vous faire aider d'une autre personne. Devant l'impossibilité de supprimer le danger ou de dégager la victime, alerter ou faire alerter les secours spécialisés. Assurer une surveillance permanente de la zone de danger où les risques non contrôlés persistent et empêcher toute personne de pénétrer dans cette zone jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés. Avant toute chose, il vous faudra reconnaître les dangers. À cet effet, effectuez une approche prudente de la zone de l'accident. En restant à distance de la victime, regardez tout autour d'elle pour évaluer la présence de dangers qui peuvent menacer le sauveteur et la victime et repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés. Le cas échéant, renseignez-vous auprès d'éventuels témoins. Il est essentiel que le sauveteur anticipe ce qu'il va faire et qu'il privilégie le chemin le plus sûr et le plus rapide à l'aller comme au retour. Pour pénétrer dans un local enfumé, non ventilé, il faudra retenir sa respiration durant la durée de la manœuvre, laquelle ne doit pas excéder 30 secondes. En cas d'incendie, il est impératif de se protéger au maximum avec ses vêtements. Il faut aussi se couvrir le visage et les mains. S'il y a un risque d'explosion par fuite de gaz, veillez à ne pas provoquer d'étincelles. Par conséquent, n'actionnez pas d'interrupteur, de sonnerie ou de lampe de poche. En cas de danger électrique, coupez le courant avant de toucher la victime. Pour effectuer le dégagement d'urgence, le sauveteur devra choisir la technique de dégagement en tenant compte de sa force physique. Il lui faudra saisir solidement la victime, par exemple par les poignets ou les chevilles, et la tirer sur le sol, quelle que soit sa position, jusqu'à ce qu'elle soit en lieu sûr. Un corps étranger dans une plaie ne doit jamais être retiré, sous peine de déclencher une hémorragie qui peut être foudroyante. Le blessé a fait une chute, est étendu sur le sol, se plaint soit du dos, de la nuque ou de la tête. Il peut présenter un saignement par l'oreille, une déformation du crâne, une plaie du cuir chevelu. Le danger principal est la lésion de la moelle épinière qui passe dans la colonne vertébrale avec un risque de paralysie définitive. Si la victime a reçu un coup sur la tête et présente plusieurs minutes après une agitation ou une prostration, ou des vomissements, ou se plaint de maux de tête persistants, ou qu'elle ne se souvient pas de l'accident, vous devez demander immédiatement un avis médical. Vous surveillerez la victime en lui parlant régulièrement jusqu'à l'arrivée des secours. Si elle perd connaissance, vous la mettrez en position latérale de sécurité, comme ça est montré dans le chapitre consacré à la victime inconsciente. À la suite d'un coup sur la tête, une atteinte du cerveau est toujours possible et peut se révéler secondairement. Les atteintes traumatiques résultent d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement. Des mouvements inappropriés peuvent entraîner des complications et des séquelles plus ou moins importantes. La victime se plaint d'une douleur vive, de la difficulté ou de l'impossibilité de bouger. Elle présente souvent un gonflement et ou une déformation visible. Dans le cas d'un traumatisme de membre, interdire toute mobilisation du membre atteint, faire alerter les secours ou demander un avis médical, respecter les recommandations données par les secours. Surveiller la victime en lui parlant régulièrement, protégez-la contre le froid, la chaleur et les intempéries. Après avoir effectué la protection pour écarter tout nouveau danger, veillez à ne pas mobiliser, c'est-à-dire à ne pas bouger la victime. Conseillez-lui fermement de ne faire aucun mouvement, en particulier de la tête, et faites alerter les secours d'urgence. Ne faites aucun mouvement, ne bouge pas la tête. Ah, je suis tombé là, j'ai perdu l'équilibre, j'ai mal au dos, j'ai mal dans le dos. Maintenez la tête avec les deux mains placées de chaque côté de celle-ci. Le sauveteur est à genoux derrière le blessé. Surveillez la victime de manière continue. Parlez-lui régulièrement, réconfortez-la. Attends, touche pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ah, j'ai quelque chose qui coule de l'oreille là. Ouais, non, c'est rien, t'inquiète pas, c'est juste un... Tu saignes un tout petit peu. C'est du sang? Ouais, oui, t'inquiète pas, c'est rien. Ça va, monsieur? De toute façon, les pompiers vont arriver, donc ils vont te prendre en main. Si elle ne répond plus, pratiquez les gestes qui peuvent alors s'imposer. La mise en position latérale de sécurité si elle respire, ou la réanimation cardio-pulmonaire si elle ne respire pas. Signalez l'aggravation en rappelant les secours. Oh! Teddy! Ah, je suis tombé là. Attends, ne faites aucun mouvement, ne bouge pas la tête. Ah, je suis tombé là, j'ai perdu l'équilibre, j'ai mal au dos, j'ai mal dans le dos. À l'aide! Ah, dis, j'ai mal au dos là. Oui? Attends. J'ai entendu du bruit là, c'est quoi?
Oui, Qu'est-ce bonjour. qui s'est passé C'est mon collègue qui vient de chuter de l'escabeau là. Oui. Et il a très mal dans le dos. Est-ce que vous pourriez appeler les pompiers s'il vous plaît? Oui, j'y arrive. Vous lui dites qu'on est au 16 rue de l'Europe à Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. Et c'est un jeune homme qui a fait une chute d'un escabeau en fait. D'accord, allez. Donc, vous pouvez revenir me voir après s'il vous plaît? Oui. D'accord. Dépêchez-vous s'il vous plaît, Oui, dépêchez-vous. je reviens tout de suite. Dépêchez-vous. Elle est partie appeler les secours. T'inquiète. Ah, ça fait mal. Voilà, viens, c'est bon. En plus, c'est le J'ai week-end en prévenu plus. les secours là, ils arrivent d'ici quelques instants, ils m'ont dit. Est-ce que vous pourriez prendre une couverture s'il vous plaît? Oui, il y en a une vieille qui traîne. Le week-end, je vais passer où mon week-end moi? Ah, t'inquiète pas. Ah, mais j'ai quelque chose. Ah, je crois que ça. Non, touche pas, ne bouge pas. Ah, j'ai quelque chose qui coule de l'oreille là. Ouais, non, c'est rien, t'inquiète pas, c'est juste un. Tu saignes un tout petit peu. C'est du sang? Oui, t'inquiète pas, c'est rien. Ça va, monsieur? De toute façon, les pompiers vont arriver, donc ils vont te prendre en main, t'inquiète pas. Vous voulez que je vais peut-être sortir, non, pour leur dire? Oui, juste Oui. mettez-vous à l'entrée comme ça. D'accord, je vais Oui, rien en dire. second. Bon, allez, je reviens. J'ai mal dans le dos. T'inquiète pas, ils vont arriver. Ça y est. J'ai quelque chose dans l'oreille. Lorsqu'une personne s'étouffe, il ne sert à rien de tenter de lui enfoncer en force un tuyau de gaz ou un tuyau d'arrosage dans la bouche. Il est préférable d'appliquer les méthodes de secourisme qui ont été décrites dans ce CD-ROM.